Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au 1945 ans. Voici le sommaire. Première déclaration politique de Khalifa Sall depuis sa sortie de prison. L'ex-maire de Dakar, sans rancune ni rancœur, se projette sur son avenir politique. Il plaide pour l'amélioration des conditions de détention à Rebeuss et un statut spécial pour l'administration pénitentiaire. Le directeur des Sénégalais de l'extérieur fait les frais de sa sortie sur le mandat du président Macky Sall. Sori Kaba a été limogé ce lundi. Quant au dossier Karim Wade, évoqué récemment à Genève, deux fonctionnaires au ministère de la Justice, Moustapha Ka et Samba Ndiaye Seck, sont également remerciés. Le khalife général des Mourides n'est pas indifférent aux ambitions de Sokhna Aïda Diallo de diriger les Tiantakoun. Serigne Mountakha Mbacké recadre la veuve de Cheikh Béthio Thioune. Selon des islamologues, Aïda Diallo ne peut pas être calife à la place du calife. Sport, le Sénégal n'ira pas au prochain championnat d'Afrique des nations de football CHAN. Les lions locaux sont tombés hier sur le champ du Sili national guinéen. Le reportage du jour, Dakar Demdik n'est pas bien coté chez certains usagers. Il déplore les longues attentes de bus dans les arrêts. Et puis l'invité du lundi pour parler du prochain sommet Russie-Afrique. Nous recevrons Moustapha Ndiaye, président de l'amicale des anciens diplômés de l'ex-Union soviétique. Sa première déclaration politique était attendue après sa libération sur grâce présidentielle. Khalifa Ababakar Sall a finalement rompu le silence. L'ex-maire de Dakar dit avoir jeté rancœur et rancune à la rivière. L'opposant se focalise désormais sur les thèmes du vivre ensemble, la paix, la démocratie, la transparence dans la gestion des ressources publiques. Amagor Obernian a assisté à la sortie médiatique de l'ancien maire, Sidignan pour les images compte rendues. Enthousiaste, Khalifa Ababakar Sall arrive dans une salle remplie de ses militants et sympathisants. Difficile pour lui d'entamer son discours et quand il y arrive, Khalifa Sall commence par remercier ses soutiens ainsi que ses sympathisants. Une pensée particulière, pleine d'admiration, de considération et d'affection. Voilà pourquoi je vous retrouve aujourd'hui avec un grand plaisir pour vous exprimer de vive voix mes sincères remerciements. 2 ans et demi de détention, mais aussi de communion avec son Seigneur, ce qui ne l'a pas empêché de penser à l'avenir du Sénégal, aux valeurs de la nation et au modèle de gouvernance adéquat à ses yeux. Vivre ensemble, ce n'est pas seulement la coexistence des communautés, c'est la communion entre des femmes et des hommes ayant le même sentiment d'appartenance à une nation ouverte, à toutes les fraternités, partageant les mêmes valeurs et unis par un destin commun, avec des garanties partagées et acceptées d'effectivité de la séparation du pouvoir, de l'indépendance de la justice, de la démocratie, de la décentralisation, des libertés publiques, des droits humains et de la transparence dans la gestion des ressources publiques. Et pour y arriver, l'ex-maire de Dakar souligne l'urgence de renforcer les capacités de notre capital humain, ce qui va, selon lui, rendre dynamique notre économie. Il est évident que la refondation de la gouvernance doit avoir pour finalité de recentrer l'État dans ses missions, afin que le Sénégal soit un pays pour tous les âges, pour toutes les énergies, pour toutes les ambitions. À cette fin, il est impératif de placer l'homme au cœur des politiques publiques et de le considérer comme la première ressource sur laquelle l'État doit investir.
Dans sa première sortie médiatique, Khalifa Ababacar Sall dit avoir capitalisé suffisamment d'énergie et d'expérience, une expérience qu'il compte mettre au service du Sénégal. Amagor Aubergnat, restons avec Khalifa Sall. Après 30 mois de privation de liberté, l'ex-prisonnier plaide pour l'amélioration des conditions de détention à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss. Il n'oublie pas les agents pénitentiaires qui doivent bénéficier, selon lui, d'un statut spécial. Khalifa Sall. Mes pensées et ma gratitude vont également aux autorités pénitentiaires et aux agents de la maison d'arrêt de Rebeuss, soumis à une pression insoutenable et à des rythmes astreignants. Cette situation doit obliger l'État à adopter un statut pour les agents de l'administration pénitentiaire avec l'objectif d'améliorer leurs conditions de travail et de permettre à ces serviteurs de l'État d'exercer leur mission dans la dignité. C'était là la première déclaration politique de Khalifa Sall après son élargissement. Sory Kaba n'est plus directeur général des Sénégalais de l'extérieur. Il a été limogé aujourd'hui par le président de la République. Il est remplacé par l'expert financier Amadou François Gaye. Sory Kaba s'était exprimé dimanche dans l'émission Le Grand Jury d'RFM en soutenant que le président Macky Sall entamait son dernier mandat à la tête du pays. Pas du goût du chef de l'État. Au même moment, dans l'affaire Karim Wade, Moustapha Ka, directeur des droits humains, et Samba Ndiaye Seck, directeur de cabinet du secrétaire d'État chargé de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance, ont également été démis de leurs fonctions. Le détail avec El Hadj Malik Cissé. L'information est tombée en début d'après-midi. Sory Kaba n'est plus le directeur général des Sénégalais de l'extérieur. Il a été limogé de son poste ce lundi par décret. Il est remplacé par Amadou François Gaye, expert comptable et titulaire d'un MBA de l'Université des sciences de Philadelphie. Un limogeage qui fait suite à la sortie de Sory Kaba. Son seul tort aurait été l'expression de son opinion sur le débat autour d'un troisième mandat de Macky Sall. Le désormais ex-directeur des Sénégalais de l'extérieur au ministère des Affaires étrangères déclarait que Macky Sall bouclait son troisième mandat. Sory Kaba était catégorique sur les ondes de la RFM. La Constitution lui interdit de faire un troisième mandat. Notre Constitution a été verrouillée. 2 mandats, pas plus. Il n'y a aucune possibilité de rétroactivité. Quelques heures après, les réactions n'ont pas tardé. Certains même ont déploré ces propos qu'ils qualifient de trahison. Pendant ce temps, les yeux étaient rivés sur le ministère de la Justice. Et sans surprise, Moustapha Ka, le directeur des droits humains, et Samba Ndiaye Seck, directeur de cabinet du secrétaire d'État chargé de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance, ont été relevés de leurs fonctions après leur convocation. Les membres de la délégation sénégalaise à Genève qui ont pris des engagements devant le comité des droits de l'homme concernant une réhabilitation de Karim Wade ont été sanctionnés. Le passage de la délégation du Sénégal à Genève, dirigée par Samba Ndiaye Seck, avait causé une cacophonie au sommet de l'État, avec notamment le ministère des Affaires étrangères qui n'émettait pas sur la même longueur d'onde que Moustapha Ka. Le directeur des droits humains avait pourtant annoncé que l'État du Sénégal était prêt à aller dans le sens de réhabiliter Karim Wade après que son procès devant la CREI, Cour de répression de l'enrichissement illicite, avait été jugé inéquitable par le Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Ce que le ministre des Affaires étrangères démentira catégoriquement quelques heures après. Sory Kaba limogé donc après sa sortie sur un supposé troisième mandat du président Macky Sall. Comment ce débat est apprécié au sein de la coalition au pouvoir et par les analystes politiques? Le sujet est signé Alioune Gueye, Moussa Fall. Un débat qui agite la mouvance présidentielle. Un supposé troisième mandat de Macky Sall est au cœur des débats au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. Pour ce membre du pouvoir, le débat est malsain. Il est regrettable qu'on parle actuellement de 2024, alors que le président Macky Sall vient de commencer un quinquennat, il y a de cela 8 mois, avec des projets solides, robustes, qui constituent les 5 piliers, les 5 grands axes. Et évidemment, ça détourne les populations de l'essentiel. Selon cet analyste politique, le débat est clos
puisque le président de la République a verrouillé la Constitution. Le président lui-même, il a dit effectivement qu'il a verrouillé, vraiment avec des dispositifs, parce que tout simplement, dans les motifs même, il avait même annoncé en disant ce qui s'était passé en 2011 avec l'événement du 23 juin. Donc, il a verrouillé, et même l'âge. Alors, à partir de ce moment, donc, je ne vois pas aujourd'hui qu'est-ce qui peut, peut-être au sein de l'APR, hanter un certain nombre d'esprits, de conscience, jusqu'à ce que ça crée une polémique. C'est le Conseil constitutionnel, le seul organe habilité à dire, parce que les juristes ne sont pas unanimes, n'ont pas un avis unanime sur l'interprétation de la Constitution quant à un autre mandat du président Macky Sall. C'est les juristes qui ont eu deux interprétations différentes, mais à mon avis, la loi lui permet de poser sa candidature. Maintenant, ça c'est la loi. La question du troisième mandat fait bouillonner beaucoup de pays de la sous-région. Ousmane Ba pense que l'homme africain est avide du pouvoir. S'il n'y a pas une garantie tacite au niveau des acteurs politiques, effectivement, il serait très difficile que les gens, effectivement, ils vont s'accaparer autour du pouvoir. Maintenant, avec tout ce qui est comme stratégie, mais il faudrait effectivement qu'il y ait de l'intelligentsia. Autrement dit, il faudrait qu'il y ait ce qu'on appelle un dépassement politique sur certains événements, certaines choses, pour effectivement ne voir que la nation. Hein? C'est-à-dire, privilégier la volonté générale au détriment, si vous voulez, par exemple, des volontés particulières des personnes. Depuis sa réélection, le débat sur un troisième mandat de Macky Sall défraie la chronique. Le président de la République va-t-il se représenter en 2024? Les prochains jours nous édifieront. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en retraite de 3 jours à Dakar, loin des échos de Genève avec la présentation récente du rapport du Sénégal. L'instance onusienne que préside le diplomate sénégalais Coly Seck se penche sur d'autres sujets non moins préoccupants. Ce matin à Dakar, il était question de migration, du changement climatique et de nouvelles technologies. Compte rendu Tidiane Cissé, Sidignan. Ils sont 47 pays réunis autour de la table pour discuter des questions de droits de l'homme. Il s'agit notamment de 3 questions. C'est une question liée aux migrations, une autre question liée au changement climatique et une autre question liée aux nouvelles technologies. Tout cela, leur incidence par rapport aux droits de l'homme. Donc c'est un plaisir que nous avons eu de les recevoir ici à Dakar. Pour évaluer l'impact des politiques, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies est appelé à se donner les moyens de suivi de mise en œuvre de ces politiques, ce qui permettra d'avoir des résultats concrets. La responsabilité du Conseil des droits de l'homme, organe qui incarne le 3e pilier des Nations Unies pour mener de telles actions, est une évidence. Il est vrai que le Conseil a fait déjà un travail remarquable à ce sujet, notamment à travers l'adoption de diverses résolutions, à la tenue de réunions débats et de dialogues interactifs avec ses détenteurs de mandats. Occasion pour le ministre des Affaires étrangères du Sénégal de saluer le travail du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, mais aussi de renouveler l'attachement du Sénégal à toutes les questions liées aux droits de l'homme. Le Sénégal, sous la direction de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, reste attaché à la promotion de la paix et de la sécurité internationale, ainsi qu'à la défense et à la promotion des droits de l'homme. Cet attachement est la source de la stabilité de notre pays, qui repose sur le socle d'un état de droit, du respect des libertés fondamentales et de la bonne gouvernance. C'est aussi la source de sa démocratie, qui produit des alternances régulières et pacifiques. L'implication des États, des sociétés civiles et des partenaires nationaux et internationaux apparaît comme un impératif. À cet égard, le Conseil des droits de l'homme souhaite initier et renforcer cette coopération entre les entités. Changement de décor pour parler d'un sujet assez inédit dans notre pays, le khalifa des Tiantakoun. Le khalife général des Mourides recadre Sokhna Aïda Diallo. Serigne Mountakha Bachir Mbacké a reçu hier tard dans la soirée la célèbre veuve de feu, Cheikh Béthio Thioune, pour lui intimer l'ordre de respecter les préceptes de l'islam et la voie tracée par Serigne Touba sous peine d'exclusion. Aïda Diallo peut-elle diriger les Tiantakoun? Plus généralement, une
une femme peut-elle être à la tête d'une communauté musulmane? Des questions posées à des islamologues dans ce dossier réalisé par Omar Khan. Cheikh Gaye assure les images. L'islam est catégorique. La femme ne peut pas diriger une communauté musulmane. La femme peut occuper certains postes de responsabilité secondaire. Une femme peut être préfet, sous-préfet. Mais pour ce qui est d'être président de la République ou d'être chef d'une communauté musulmane, c'est une tâche que l'islam n'a attribuée qu'à l'homme. C'est un principe de l'islam. Partageant le même avis, Imam Kanté explique ce choix de l'islam par le fait que la femme a d'autres tâches beaucoup plus urgentes. Rien que par exemple une femme qui est mariée ne peut pas se déplacer comme elle veut, ne peut pas trop s'absenter de son foyer, ne peut pas aussi être entourée comme ça par d'autres hommes, n'est-ce pas, en dehors de son foyer. Donc il y a pas mal de comportements et d'attendus. Elle doit aussi, n'est-ce pas, pouvoir diriger la prière communautaire, donner des fatwas qui concernent tout le monde, ce qui demande une communauté de conseillers, des conseillers hommes tout le temps à côté, etc. Donc il y a pas mal d'exigences qui font que ce n'est pas une question de misogynie, mais qui font que cette fonction contient de la spiritualité et des exigences qui font que c'est l'homme que l'islam met en avant pour cette fonction. Ça n'a rien à voir avec de la misogynie ou bien le fait de considérer que la femme a un statut inférieur. La famille Tchantakoun semble divisée depuis le rappel à Dieu du Cheikh. Serigne Saliou Thioune et Sokhna Aïda Diallo, respectivement fils et épouse de Cheikh Béthio, se disputent le khalifa. Si l'on en croit nos imams, l'islam a déjà disqualifié Sokhna Aïda Diallo. L'UEMOA se réunit à Dakar. Il s'agit de la 5e revue annuelle des réformes des programmes et projets communautaires. Au menu, l'examen de la mise en œuvre de 113 textes réglementaires et de 30 projets financés à hauteur de 58 milliards de nos francs, principalement dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Le Sénégal est un des bons élèves de l'Union. 75% de mise en œuvre des textes. Aïssa Kabou Sidikou, représentante résidente de la commission de l'UEMOA au Sénégal. Nous avons quelques textes qui ont des difficultés de transposition, notamment en termes de concurrence et de transport ferroviaire, mais ce sont des textes qui font vraiment l'objet de suivi. Nous avons de nouveaux textes qui ont été introduits dans le cadre de la métrologie, dans le cadre de l'indice harmonisé des prix à la consommation et aussi dans le cadre du TEC. Bon, en matière de projets, nous avons des projets qui ont été introduits cette année, notamment tous les projets qui concernent l'électricité. Nous avons des projets aussi qui concernent la mise en valeur du fleuve Gambie. Une notation positive également pour Kolda à la bourse des valeurs laitières. Beaucoup d'améliorations dans la collecte, la gestion et la transformation du lait au fouladou. Un important changement pour une région qui avait coutume de verser le produit à pareil moment de l'année faute d'acquéreurs. L'accompagnement des éleveurs dans la conservation avec la modernisation des unités de transformation produit ainsi ses effets et l'élevage de nourrir son homme sur toute la chaîne de valeur. Suivons le reportage de Seydou Diatta. Traire, cette pratique est plus qu'un moyen de recueillir le lait. Elle fait partie de la culture transmise de génération en génération au Fouladou. Il fit des années, il n'était pas surprenant de voir les éleveurs verser le lait faute d'acquéreurs ou de moyens de conservation. Mais aujourd'hui, la disponibilité des mini-laiteries comme celle-ci à travers la région a réglé ce problème. J'ai débuté avec 20 litres. Je suis à 300 litres de pasteurisation jour. Ça me prend 1 heure de temps juste pour pasteuriser le lait jusqu'à 85 degrés à 30 minutes pour le refroidir en même temps 30 minutes. C'est le pasteurisateur que vous venez de visiter, moderne. Si les problèmes de transformation et de conservation sont résolus grâce à la prolifération des mini-laiteries dans la localité,
Avoir le lait en abondance 12 mois sur 12 reste par contre un défi. Nous avons des problèmes d'approvisionnement pendant la saison 16. Parce que nous n'avons pas de l'aliment de bétail, nous n'avons pas de réserve fourrage. Donc, il n'y a pas toujours l'aliment de bétail qu'il faut pour essayer d'approvisionner les mini-laiteries qui se trouvent à Kolda. Ces dernières années, le gouvernement a beaucoup investi dans le secteur de l'élevage à travers le projet PDRES grâce au soutien financier de la BAD. Des efforts à consolider pour faire de l'élevage un véritable levier économique. Tout ce travail-là est fait de manière participative. Et nous pensons que c'est la meilleure manière également de prendre en compte en tout cas cet aspect lié à la pérennisation des activités qui sont déroulées. Et ce qu'on a vu à Kolda est très réconfortant. C'est un projet qui va se terminer au mois de juin de 2020. Et ce qu'on a vu au niveau des différents sites, c'est vraiment des réalisations qui étaient bien avancées, des gens qui étaient très engagés surtout, des dynamiques locales qui se mettaient en place. Faire du secteur de l'élevage un levier économique, c'est possible. Mais il faut d'abord instaurer la culture fourragère, satisfaire la demande en toute saison et remporter la bataille contre les feux de brousse. Kolda qui nous offre une calebasse de lait ce soir et vous suivez nos programmes sur le canal 217 de Canal Plus Afrique. Dans le domaine du transport, le réseau AFTU partiellement paralysé ce lundi. Les travailleurs ont bloqué 5 lignes de minibus Tata pour réclamer de meilleures conditions. À Djamala, lieu habituel de stationnement, ils revendiquent l'implantation d'un terminus avec les normes de sécurité et d'hygiène requises. Amadou Samb est le secrétaire général du syndicat autonome des travailleurs du transport au Sénégal. L'origine de cet arrêt de travail aujourd'hui, c'est entre la mairie de Yoff et la mairie des Parcelles Assainies, qui à chaque fois, nous avons un terrain que les bus devaient garer. Mais ça fait plus d'1 mois, ils nous sommes de quitter ces lieux. Maintenant, les travailleurs sont obligés maintenant de garer les bus sous ce pont. Et là, il y a beaucoup de risques. Donc les travailleurs ont jugé utile, à partir d'aujourd'hui, il faut que ça cesse. Il faut que le statut ou l'AFTU trouve une solution par rapport à leurs conditions d'hygiène. Nous comptons même généraliser la lutte, paralyser le système de l'AFTU dans la région de Dakar. À quoi faisant? Bloquer toutes les lignes pour qu'on règle le problème définitivement. Une note sportive dans ce journal. L'actualité est dominée par l'élimination du Sénégal par la Guinée en CHAN, championnat d'Afrique des Nations du côté des joueurs locaux. En basket, il y a aussi la finale des playoffs masculins remportée par la Douane sur le DIC. Malik Tchandoum. Voici le panorama des différentes manifestations sportives du week-end. Éliminatoire CHAN 2020, la Guinée élimine le Sénégal pour la 3e fois consécutive. Battus 1-0 à l'aller, les Guinéens ont très vite refait le retard grâce à Mamadou Bangoura à la 48e minute de jeu. À la séance fatidique des tirs au but, les Sénégalais ont été maladroits. Finalement, la Guinée l'emporte 3 tirs au but à 1. Le Sénégal n'a pris part qu'aux 2 premières éditions du CHAN en 2009 et en 2011. Ils vont donc rater 4 CHAN d'affilée, 2014 Afrique du Sud, 2016 Rwanda, 2018 Maroc et 2019 Cameroun. Des éliminations qui posent avec acuité le problème du niveau de notre football local. Quittons la grisaille du football local pour regarder les performances de nos expatriés sur la scène européenne. Habib Diallo enchaîne les buts. Cette réalisation du sociétaire de Metz, 2e meilleur buteur de la Ligue 1 française. Alfred Gomis réalise un 4e clean sheet. Papis Demba Cissé marque 8 buts en 8 matchs en Turquie. D'autres lions ont également brillé en Europe. Justement, parlons des championnats européens. Commençons par la Ligue 1 française qui jouait sa 10e journée. Victoire 4-1 du Paris Saint-Germain à Nice. L'Olympique de Marseille également revient dans la course. Au classement, le Paris Saint-Germain est toujours leader avec 24 points, suivi de Nantes 19 points et de Reims 17 points. En bas de tableau, 18e Nîmes, 19e Dijon et 20e Strasbourg.
En Premier League anglaise, Liverpool concède le nul à Manchester United, City gagne et se rapproche du fauteuil de leader. Premier, Liverpool 25 points, deuxième Man City 19 points, Leicester troisième 17 points et quatrième Chelsea 17 points. En bas de tableau, on retrouve Newcastle, Norwich et Watford. En Italie, la Juventus de Turin est toujours en forme. L'Inter de Milan, vainqueur de Sassuolo 4-3, ne lâche pas la vieille dame d'une semelle. La Juventus est leader avec 22 points, suivi de l'Inter 21 points et de Napoli 16 points. En bas de tableau, 18e Spal, 19e Genoa et 20e Sampdoria de Gênes. En Bundesliga, Dortmund revient, le Bayern est en difficulté après son nul à Hofburg, 2 buts partout. Mönchengladbach occupe la première place avec 16 points plus 8, suivi de Wolfsburg, 16 points plus 6, troisième Bayern de Munich, 15 points plus 12, quatrième Dortmund, 15 points plus 9. Dans la zone de relégation, on retrouve 16e Hofburg, Mayence et Paderno. En Liga espagnole, Barça devient leader. Les Barcelonais ont battu Eibar 3-0 grâce à 3 buts de Griezmann, Suarez et Messi. Mallorca a battu Real Madrid 1-0 qui perd son fauteuil de leader. Barça devient premier avec 19 points, suivi du Real 19 points et de Grenade 17 points. Enfin, parlons de basketball chez nous. L'AS Douanes remporte son 4e titre consécutif de champion du Sénégal en battant le Dakar Université Club 61-54 en finale des playoffs. Une finale émaillée d'incidents et interrompue à 2 minutes 33 secondes de la fin, suite à des jets de sachets d'eau sur le parquet. Les Gablous sont déclarés vainqueurs et représenteront le Sénégal à la Basket African League, comprenez par là la Ligue des champions de basketball en Afrique. Ainsi se referme ce tour d'horizon de l'actualité sportive du week-end. Ainsi boucle-t-on avec Malik Thiandoum ce tour du monde du sport. Il fallait avoir la forme de notre bonhomme. Avant notre invité du lundi, le reportage du jour, Dakar Demdik n'est pas bien noté par certains de ses usagers. La fréquence du passage des bus est jugée non satisfaisante. L'attente d'un bus peut durer longtemps et cet état de fait entraîne des désagréments dans le déplacement des populations, obligées parfois de se rabattre sur d'autres moyens de transport en commun. Mamadou Bipa Sissoko et Cheikhou Gaye signent le reportage. Après plus de 30 minutes d'attente, cet homme a finalement son bus pour se rendre à Gadaye. Un temps d'attente conséquent qui peut parfois atteindre 1 heure. J'attends la ligne 408 depuis 1 heure. J'attends la ligne numéro 8. Il arrive que je l'attende pendant 1 heure. Et des fois, il s'arrête même pas tellement c'est plein. Je note beaucoup de retard. C'est difficile à estimer. Mais je passe beaucoup de temps à attendre. Les usagers de Dakar Demdik se plaignent depuis quelque temps de la fréquence d'arrivée des bus. Une situation qu'ils n'apprécient guère. Je pense qu'au Sénégal, on devrait dépasser ça. Rester 1 heure à attendre un bus, ce n'est pas normal. Peut-être que cette situation est due au manque de bus. Mais on pouvait au moins avoir un bus toutes les 20 minutes ou 30 minutes parce qu'on est pressé. Cet usager compare son expérience européenne à la situation actuelle et pense que le Sénégal devrait atteindre ce niveau d'exigence en matière de transport en commun. Là, je dois aller à l'aéroport pour régler quelques trucs. Mais en Europe où j'étais, tu as un bus au moins toutes les 8 minutes. Je ne dis pas qu'on devrait faire comme eux, mais plutôt chercher à s'en rapprocher. Dans l'espoir d'un meilleur service de la part de l'entreprise, les populations sont parfois dans l'obligation de choisir d'autres moyens de transport en commun. Après avoir été contactés, les responsables promettent de s'exprimer dans les jours à venir. Nous recevons notre invité ce soir, Moustapha Ndiaye, président de l'Amicale des anciens diplômés de l'ex-URSS et chef d'entreprise dans le secteur des énergies.
Bonsoir Moustapha Ndiaye. Bonsoir Mamadou. Un sommet Russie-Afrique à Sotchi, une ville russe, les 23 et 24 prochains. Un sommet qui est bienvenu pour vous. Oui, d'abord je voudrais profiter de l'occasion pour vous présenter mes félicitations pour un joyeux anniversaire pour votre groupe. Merci. Et donc, pour revenir sur ce sommet, je pense que c'est quelque chose qui est venu à bon point, au bon moment. Parce que vous savez, les relations entre la Fédération de Russie et les pays africains ont été pendant longtemps un peu banalisées, parce que peut-être les pays africains, la majorité ont une orientation beaucoup plus marquée vers les anciens pays colonisateurs et également vers la Chine récemment qui a fait une percée agressive et les États-Unis d'ailleurs à moindre part. Aujourd'hui, la Russie, la Fédération de Russie, quand même, il faut reconnaître que c'est un très grand pays, c'est une très grande puissance, également a une politique un peu, disons, pas trop agressive pour aller vers les pays africains, plutôt une politique un peu attentiste. Et aujourd'hui, je pense que le président Vladimir Poutine a compris que l'Afrique, c'est le marché du futur. Et donc, il faut y aller. 47 chefs d'État africains vont y participer, c'est ce qui est annoncé. C'est quand même une présence massive. Mais en quoi un sommet Russie-Afrique serait-il différent d'un sommet France-Afrique, Chine-Afrique ou encore plus récemment Japon-Afrique? D'abord, historiquement, quand on regarde les relations entre l'ex-Union soviétique, dont la Russie est l'héritier majeur, et les pays africains, il y a des différences fondamentales dans les relations. D'abord, la Russie n'a jamais colonisé aucun pays africain. Historiquement, la Russie n'a jamais participé ni à la colonisation, ni à l'esclavage. Donc, ce qui fait que les relations sont beaucoup plus simples à mener. Ce sera une relation égalitaire, c'est ce que vous voulez dire? Absolument. Mais on connaît aussi le tempérament de Vladimir Poutine. Oui, mais un tempérament parfois hégémonique, pour ne pas dire hégémoniste. Absolument pas. Moi, je ne dirais pas que la Russie a un tempérament hégémonique, parce que quand aujourd'hui, au niveau de l'Occident, il y a une déformation de ce qui se passe, particulièrement en Ukraine, je pense qu'il y a des déformations qui sont faites. Donc, il faut remettre les choses à point. M. Vladimir Poutine est arrivé à un moment où la Russie avait vraiment un problème d'identité, parce qu'après Boris Yeltsin, la Russie était plus respectée carrément. Il est venu, il fallait restaurer cette autorité qu'on a toujours eue avec l'Union soviétique, au moment de l'Union soviétique. Donc, il y a eu éclatement. Donc, la Russie s'est, soi-disant, fragilisée, parce qu'il y a 14 autres républiques qui faisaient partie de l'Empire soviétique qui sont parties. Donc, il fallait quelqu'un qui a la poigne pour pouvoir remettre les choses au point, surtout aussi bien intérieurement qu'extérieurement. Et donc, la Russie va proposer à l'Afrique un partenariat plus équilibré. Absolument. Vous savez, je vous donne juste un exemple. Nous qui avons étudié en Union soviétique, ce qu'on a remarqué, qui est différent de tout ce qui s'est passé en Occident, c'est qu'une fois que tu termines tes études, on te donnait 2 mois pour rentrer chez toi. Et le discours, c'était quoi? Allez rendre service à votre pays. Votre pays a investi dans vos études, allez servir votre pays. Je pense que ça, c'est un langage qu'on n'a pas vu ailleurs. Donc, ailleurs, c'est soit tu décides pas, mais là-bas, même si tu décides de rester, on ne te laisse pas le choix. Il faut aller servir ton pays. Donc, ce qui veut dire que la Russie, également, on a eu l'université Patrice Lumumba, où on accueillait en priorité des étudiants africains pour les former. Et toutes ces personnes formées sont retournées pour servir leur pays. Donc je pense que les relations seront beaucoup plus égalitaires. Je pense que, comme M. Poutine l'a dit, c'est d'essayer d'utiliser les solutions africaines pour les problèmes africains. Je pense que ça, c'est très important. Retourner chez vous, ça peut être le propre d'une société fermée aussi. Non, absolument pas. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, si je vous servis, c'est une manière, ce qui se passe aujourd'hui, non seulement on nous a spoliés pendant la colonisation, on a pris nos ressources, l'esclavage, on a pris nos personnes. Et après la formation, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les cerveaux africains sont conservés. On te donne la nationalité, on te donne tout, on te dit reste ici. Et avec la Russie, ce n'est pas le cas. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est extrêmement important, qui va nous permettre, nous, cette relation, non seulement elle est beaucoup plus équilibrée, elle est beaucoup plus égalitaire, ce qui va nous permettre d'aller vers des échanges d'idées beaucoup plus
en fait, nivelé. Justement, je cite le président Vladimir Poutine dans un entretien accordé à nos confrères Le Soleil et l'agence presse sénégalaise. La Russie et les pays africains sont liés par des relations traditionnellement amicales, éprouvées par le temps. Vous le pensez aussi? Mais absolument. L'autre disait les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Bon, je pense que c'est vrai, les intérêts seront là. Oui. Ça, il ne faut pas le dire, mais il faut que ça soit, si on prend par exemple dans des relations où c'est 50-50, c'est beaucoup plus équilibré. Mais quand les intérêts de l'autre État sont pris en compte à 80% et nous on prend en compte nos intérêts juste pour 20%, là je pense que la disbalance elle est extrêmement importante. Je pense qu'avec la Russie, on va plutôt joindre les 50-50 plutôt que les 80/20. Donc là, sur ce plan, je pense que ce sera différent. On sait que les temps ont changé. À l'époque, quand vous étiez étudiant, on parlait de bloc de l'Est, bloc de l'Ouest. Le bloc de l'Est symbolisé par l'Union soviétique et l'Ouest, l'Occident plus particulièrement les États-Unis. Est-ce que la Russie n'a pas envie de rattraper le temps perdu, parce qu'on l'a vu un peu s'éloigner du reste du monde, notamment de l'Afrique, pendant un moment? Non, moi je pense que c'est plutôt les Africains qui ne sont pas allés vers la Russie. Vous savez, quand il y a eu la période d'éclatement de l'Union soviétique en 1991, je donne l'exemple du Sénégal. Le Sénégal a choisi ce moment pour fermer son ambassade, qui était à Moscou, ce qui a été une très grande erreur. Et il faut saluer la vision du président, je pense que c'est sous M. Macky Sall qu'on a réouvert, ou bien sous M. Abdoulaye Wade, on a réouvert l'ambassade, et sous le président Macky Sall, on a remis une personne économique, chargée des relations économiques, à la personne de M. Souley Anta Ndiaye. Qui fait du bon travail? Qui fait absolument du bon travail pour essayer de rapprocher les opérateurs économiques. Il y a eu l'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Mankeur Ndiaye, et l'ex-ambassadeur, paix à son âme, M. Sergei Kurikov, qui ont créé la PESARAC. C'était la plateforme sénégalo-russe pour les affaires et la culture. Donc je pense que les Africains sont eux-mêmes partis à ce moment, alors que c'est le moment où ils pouvaient profiter beaucoup de la Russie. Aujourd'hui, ça va se rétablir. Justement, c'est pourquoi d'ailleurs, si on voit autant de chefs d'État africains qui sont partis à ce sommet, c'est parce qu'ils sentent la nécessité qu'il faut aller vers la Russie. Et aujourd'hui, l'opportunité, c'est qu'avec cette histoire d'embargo qui frappe la Russie, avec les histoires de Crimée, etc., il y a d'énormes opportunités. Aujourd'hui, pour nos maraîchers, pour nos agriculteurs, mais on peut exporter des produits maraîchage. Je parle de tomates, de légumes, fruits et légumes. C'est un marché ouvert. C'est un marché ouvert. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, il y a les Turcs qui achètent ces produits et qui les exportent en Russie. Pourquoi on ne fait pas le commerce direct? D'autre côté, il y a de grands investisseurs russes qui ont de l'argent, qui sont en Grèce, qui sont dans les pays européens. Aujourd'hui, ils peuvent venir investir en Afrique. Dans quel secteur, par exemple? Mais dans le secteur du bâtiment, par exemple, dans le secteur de la pêche, dans le secteur énergétique. Donc aujourd'hui, il y a des grandes entreprises russes qui ont la volonté de venir. Maintenant, ce sommet va permettre de faire le lien, de créer le lien entre ces deux groupes pour pouvoir justement trouver les opportunités. Et avec l'aide des États, je pense que ça va nous permettre justement d'aller vers une coopération vraiment win-win, comme on dit, gagnant-gagnant pour tout le monde. Un sommet auquel est convié le secteur privé africain, si on peut le dire ainsi. Il est même divers, disons. Et c'est une bonne chose. C'est vraiment là une opportunité à saisir par les entreprises africaines. Oui. Je pense que justement ces sommets, ça ne doit pas s'arrêter à un niveau politique ministériel. Je pense que le plus important aujourd'hui, vous savez, quel que soit aujourd'hui ce qu'on construit, sans une base économique, ça ne peut pas aller. Donc aujourd'hui, si le secteur privé arrive à trouver des partenaires en Russie, avec des entreprises russes, avec des hommes d'affaires russes, je pense que ça ne fera qu'un très grand bien pour nous en premier lieu, je dis, pour nous, parce qu'on a beaucoup à tirer de l'expérience de Russes dans tous les secteurs. Je parle du pétrole, je parle de l'agriculture, je parle des sciences, parce que vous savez, il y a énormément d'experts russes. Vous avez deviné ma curiosité. Est-ce que la Russie pourrait être intéressée par le pétrole et le gaz sénégalais? Mais vous savez, moi je pense qu'aujourd'hui,
personne ne peut Qui n'est pas encore là, mais d'accord, qui n'est pas là, oui, mais je pense que qui va venir. Je pense que eux, la différence, c'est qu'ils ne viendront pas avec cet esprit de conquête. Ils viendront plutôt avec cet esprit de partenariat pour nous apporter leur expérience. Vous savez que la Russie, aujourd'hui, c'est l'un des plus grands exportateurs de pétrole, de gaz. Je pense que tout le monde connaît Gazprom, qui est l'un des leaders mondiaux. Donc je pense qu'on a énormément de choses à apprendre. Et je salue la vision de certains parents que je connais qui aujourd'hui ont envoyé leurs enfants aller en Russie étudier les sciences du pétrole et du gaz. Parce que des opportunités sont là. Je pense Gazprom pourrait débarquer au Sénégal prochainement. Ah mais on l'espère, parce que moi j'ai dit la coopération russe, elle est totalement différente des autres coopérations. Parce que historiquement déjà ce que je vous ai dit, il n'y a pas ce lien de supériorité qu'on se dit, oui, on les a colonisés, on les a pris comme esclaves. Il n'y a pas ce lien. Donc je pense que c'est ça qui fera une très grande différence. On va donner un exemple concret à travers votre entreprise. Vous évoluez dans le secteur des énergies. Est-ce qu'il y a déjà une relation entre vous et des entreprises russes, par exemple? Mais vous savez, depuis que je suis rentré au Sénégal en 1996, je pense qu'on a traversé beaucoup d'expériences avec une coopération assez poussée avec des entreprises russes. La première entreprise que j'ai créée, c'était une entreprise sénégalo-russe, d'ailleurs, qui a Sumex. On a travaillé pendant 4 ans ici. Ensuite, on a développé un certain nombre de projets dans aujourd'hui le secteur où je suis, dans le secteur énergétique. On est dans les lubrifiants. Aujourd'hui, on est en train de collaborer avec une société russe dans le domaine des lubrifiants, etc. Donc, je pense qu'il y a des exemples très concrets. Vous avez vu qu'Africamer a été racheté par un groupe russe également et qui a investi beaucoup d'argent pour remettre cette société, qui a été un fleuron du Sénégal en matière de pêche. Donc, voilà des exemples concrets, qu'il y a des choses concrètes qui peuvent être faites. Dernière chose, Moustapha Ndiaye, on a retrouvé Vladimir Poutine tel qu'il est, dans cet entretien avec nos confrères sénégalais, parlant de cette relation déséquilibrée au plan commercial avec l'utilisation systématique du dollar. Il veut que cela change. Mais moi, je pense que c'est lui, il n'a pas de langue de bois. Il dit les choses telles quelles. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il a eu à parler du franc CFA, du problème du franc CFA. Oui. Quel intérêt l'Afrique a à suivre Vladimir Poutine sur les questions monétaires? Mais parce que ce sera justement la seule voie qui permettra aux pays africains de se développer. Parce qu'on ne peut pas se développer sans maîtriser sa monnaie. Et je pense qu'aujourd'hui, utiliser des monnaies où on n'a aucune emprise, on ne pourra jamais se développer. On va toujours continuer à suivre les autres. Moustapha Ndiaye, je vous remercie. Et je vous remercie. Vous êtes le président de l'amicale des anciens diplômés de l'ex-URSS. Vous êtes à la tête d'une entreprise qui évolue dans le secteur des énergies et qui collabore avec des entreprises russes. C'est la fin de ce 19h45. Dans un instant, hier, avec Sophie Abba, à 20h30, Soda Diakhoumpa qui vous présentera Kenou Askanui. Merci de nous avoir regardés. Bonsoir et bonne suite des programmes.